Voilà, alors, moi je suis Gérard Boinon, je viens du département de l'Ain et j'étais paysan. Paysan depuis, je me suis installé en 1972 comme exploitant agricole. Hein, j'ai cru à cette agriculture chimique et industrielle, qu'on disait à l'époque cette agriculture moderne. Hein, le mot modernisation, on était rentré dans la modernisation agricole. Ah, c'était merveilleux. Hein, cette agriculture conventionnelle. Alors le mot conventionnel, là encore, ce qui est conventionnel, c'est ce qui est fait depuis des millénaires. Cette agriculture chimique et industrielle, elle n'a que 60 ans d'âge. Sur l'échelle du temps de l'agriculture, c'est rien du tout. On parle d'agriculture conventionnelle. Hein, on nous a volé ce mot-là. C'est l'agriculture chimique et industrielle qui nous a volé ce mot-là. Parce que ça fait bien, mot conventionnel. Et, en parenthèse, on parle aussi de médecine conventionnelle pour cette médecine chimique. Ah oui, c'est bizarre, hein. Voilà. C'est les mêmes labos. C'est les mêmes labos. Voilà. Alors, et moi, cette agriculture, j'ai fait mon cursus, j'ai eu un brevet professionnel agricole, ce qui correspond aujourd'hui à un bac pro à peu près, hein, j'ai appris cette agriculture chimique industrielle. Et quand je me suis installé en 1972, eh bien j'y croyais, j'étais même sûr que cette agriculture, eh ben, elle allait sauver la faim dans le monde. On a passé maintenant plus de 50 ans. La faim dans le monde, il y a toujours 1 milliard de gens qui crèvent de faim à travers le monde. Cette agriculture n'a rien changé. Donc, voilà. Et puis, incroyant, je suis rentré à plein. J'ai même construit une porcherie de type industriel, hein, avec des porcs sur caillebotis. Hein, j'y ai cru à fond, hein, ce que j'appelle ma porcherie Crédit Agricole. Eh ben oui, parce que j'ai eu un prêt sur 35 ans, et que le jour où j'ai voulu changer d'agriculture, il fallait continuer de rembourser ce prêt. Donc j'ai pas pu changer, j'ai pas pu passer en agriculture bio. Et oui, parce qu'à un moment donné, je me suis posé beaucoup de questions. Et pourquoi je me suis posé des questions? Oh, ça marchait bien, j'avais du revenu en faisant cette agriculture chimique industrielle. Mais pas de problème, je gagnais de l'argent. Sauf qu'une année, en 1984, empoisonnement. Avec du D6, tu viens d'en parler, hein, en traitant des pucerons sur le blé. Je me suis retrouvé avec une urticaire géante, intérieure, extérieure. J'arrive à l'hôpital, je faisais un œdème de Quick. J'ai eu la vie sauve, in extremis, parce que j'étais parti à l'hôpital avec le bidon, qui m'avait empoisonné. Et ils ont commencé le protocole tout de suite, sans attendre le résultat de la prise de sang. S'ils avaient attendu le résultat de la prise de sang, je ne serais pas là aujourd'hui. Hein, ils ont téléphoné au centre antipoison de Lyon, et voilà, ils ont eu le protocole, et je m'en suis sorti. Sauf que depuis, je suis handicapé. Puisque le résultat, quand je suis rentré à la maison, je ne m'en suis pas aperçu tout de suite, je me suis retrouvé impuissant. Quand tu as 35 ans, puis que tu te retrouves impuissant, ça commence à te poser des questions. Et c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé les questions. Oui, c'est les paysans les premières victimes de cette agriculture chimique et industrielle. Alors, comment je peux changer les choses? Sauf que la maladie ne s'est pas arrêtée là. Oui, je ne vendais plus, certes. Mais, et ça ne s'est pas arrêté là. À partir de ce moment-là, je me suis mis à grossir. Parce que, en 84, j'étais un beau jeune homme. Je faisais 1m72, 72 kilos, impeccable, tout allait bien. Et puis, à partir de 84, comme par hasard, je me suis mis à grossir. Et je ne savais pas pourquoi. Alors je faisais des régimes. Je perdais 5 kilos, j'en reprenais 8. Et ainsi de suite. En 2003, je faisais 135 kilos. Et quand on fait 135 kilos, à votre avis, qu'est-ce qui arrive? Crise cardiaque. Hôpital de nouveau. Hôpital.
le chirurgien qui m'opère, il me fait, Monsieur Boinon, si vous ne faites rien, je vous revois dans 6 mois, si je vous revois. Et j'ai dit, ça veut dire quoi? Il dit, vous faisiez quel poids quand vous aviez 20 ans? Ben, je lui ai dit, je faisais 1m72, 72 kilos. J'étais content. Et bien il m'a dit, ben voilà votre poids idéal. Ah. Bon, et on fait comment? Alors, régime draconien, puisque j'avais été crise cardiaque, j'avais été en arrêt de travail, et j'étais bien assuré, puisque j'avais des indemnités journalières, et je ne payais plus l'emprunt du crédit agricole. Donc, quelque part, j'étais bien assuré. J'ai pu prendre des salariés, notamment des CUMA, pour faire le travail sur la ferme. Ah oui, parce que je ne parle plus d'exploitation agricole. Je parle de ferme. Hein? Mais je vais y revenir. Bon, pendant 8 mois, j'étais en arrêt de travail, j'ai fait un régime, j'ai perdu du poids. Je suis retombé au quintal. Ouah, 35 kilos de moins. Ouais, j'étais content. Et puis quand j'ai repris le travail, eh bien, je me suis mis à reprendre du poids. Tout doucement, beaucoup plus doucement qu'avant, parce qu'il y avait quand même l'épée de Damoclès sur la tête, je risquais de refaire une crise cardiaque à tout moment. Mais j'ai repris du poids. Et puis je ne savais pas pourquoi je prenais du poids. Et oui. Et en plus, j'avais été soigné pour ma crise cardiaque en médecine chimique. Donc, quand vous faites une crise cardiaque, on vous donne des médicaments à prendre à vie. Toute la vie. Des statines, des fluidifiants, enfin bref, quoi. Tout ce qui va avec. Et j'ai pris, pendant 15 ans, de 2003 jusqu'à 2015, j'ai pris ces médicaments. Et quand vous prenez des statines pendant toutes ces années, qu'est-ce qui arrive? Je vous y donne en 1000. En 2015, cancer de la prostate. Aujourd'hui, je suis devant vous avec des protections. Voilà où mène l'agriculture chimique industrielle. Voilà où elle mène au niveau des paysans. Alors, ceux qui osent témoigner, ils ne sont pas nombreux. Moi, j'ai décidé de témoigner grâce à votre région. Grâce à votre région, ici. Pas Mornan, mais Chaussan. C'est pas bien loin. En 2008, j'ai été invité par le maire de Chaussan, je ne sais pas, il est peut-être dans la salle, j'en sais rien. J'ai été invité parce qu'il avait décidé de faire venir François Villerette pour parler de son livre Paysans, Pesticides et le scandale français. Et il y a des gens qui ont dit on ne laissera pas tenir une telle réunion, il faut parler aussi de l'agriculture conventionnelle et de l'agriculture sans pesticides. Donc, il y en a qui ont fait venir une dame qui était de l'UIPP, le syndicat des produits chimiques, et le maire a fait ça extraordinaire, ça a été extraordinaire. Le maire, il a fait 1 heure, de 14h à 15h, c'est cette dame de l'UIPP qui nous a expliqué. Et moi, à un moment donné, elle expliquait que les pesticides aujourd'hui étaient tellement bien testés qu'on pourrait pratiquement les boire. Sachant ce qui m'était arrivé, je ne pouvais pas y entendre. Mais à ce moment-là, je n'avais pas la parole. Après, François Villerette, c'était 15h, 16h. Je me suis dit, il va revenir sur ce qu'elle a dit. Non, François, il est venu, il avait son PowerPoint. Il nous a expliqué comment il avait écrit son livre. C'était très très bien, mais il n'est pas revenu sur ce qu'elle avait dit auparavant. Et puis, moi, il m'avait fait venir pour que j'explique ce que je vais vous expliquer tout à l'heure, tout ce que j'ai changé sur la ferme, les protocoles que j'ai mis en place sur la ferme pour changer, passer cette agriculture chimique industrielle à cette agriculture agroécologique. Et donc moi, j'avais de 16h à 17h. Et j'ai pris la parole, et puis là, j'ai commencé à parler
de mes insectes auxiliaires, de mes petites mésanges bleues ou de mes mycorhizes. Hein, comment j'ai travaillé avec. Et là, je vais y revenir parce que c'est quand même important. Et au bout de 20 minutes, je me suis mis à trembler, mais vraiment à trembler. Comme je serai ici, je me mets à trembler en disant, mais je ne vais pas faire toute mon intervention sans parler, sans revenir sur ce qu'elle a dit. Hein, les pesticides, on pourrait les boire. Et à ce moment-là, mais j'avais une trouille. Vous ne pouviez pas imaginer la trouille que j'avais de dire ce qui m'était arrivé. Parce que merde, on n'y dit pas qu'on ne bande pas, quoi. Hein, ça se dit pas. Hein, on y garde dans le secret de son couple. On ne le dit pas. Et j'étais persuadé que les gens qui allaient être là, ils allaient se mettre à rigoler, à ricaner. Vous voyez comment on l'imaginerait. Et quand je vous l'ai dit tout à l'heure, personne n'a rigolé, personne n'a ricané. Hein, au contraire même. Mais à ce moment-là, ça ne m'était pas facile. Hein. Et j'ai décidé, et je me suis lancé, je l'ai dit, j'ai dit ce qui m'était arrivé, les causes, les conséquences. Ça m'avait soulagé. En plus de ça, personne n'avait rigolé, au contraire, comme ce soir. Et à la fin de la réunion, au moment où le maire nous a offert le verre de l'amitié, il y a un jeune paysan, là, des Monts du Lyonnais, hein, de Chausson ou des proches, bon, hein, il est venu me choper, il m'a chopé par le bras, puis il m'a emmené jusqu'à dehors, et puis il me fait, ce qui t'est arrivé, t'es pas le seul. À partir de ce moment-là, j'ai dit, j'ai plus le droit de me taire. Et c'est vrai que depuis, eh bien, je parcours la France pour expliquer tout ça. J'ai même participé au film Tous cobayes de Jean-Paul Jaude. Pour ceux qui l'ont vu, ils ont pu me voir à l'intérieur, dire ce que je suis en train de vous dire. Voilà ce que nous mène l'agriculture chimique industrielle. Et pourquoi je suis passé du statut d'exploitant au statut de paysan. C'est suite à cet accident chimique en 1984. Alors, pourquoi le mot exploitant agricole? Je ne voudrais plus l'entendre dans les mots, dans les paroles de chacun d'entre vous. Hein, parlez plus d'exploitant agricole, s'il vous plaît. Parce que dans le mot exploitant, il y a le mot exploiter. Vous imaginez, j'exploite la terre. On est loin de la Pachamama, de la terre-mère. J'exploite les salariés qui travaillent chez moi, il n'y a pas de raison. Mais je me fais exploiter par toutes ces transnationales qui me vendent leurs produits de mort. Alors s'il vous plaît, ne parlez plus d'exploitant agricole ou d'exploitation agricole, mais parlez de ferme. J'ai une ferme d'arboriculture, j'ai une ferme de monoculture élevage, j'ai une ferme de... je suis un vigneron, ça je l'accepte encore, un agriculteur, je l'accepte encore. Mais moi, je suis un paysan. Un paysan, c'est quelqu'un qui naît, qui vit, qui travaille et qui meurt au pays. Et qui connaît toute la biodiversité de sa ferme. Vous voyez un petit peu le poids des mots. Le poids des mots, pour moi, ça c'est indispensable. Et quand j'entends des agriculteurs bio qui parlent de leur exploitation agricole, je me suis dit, là, il y a quelque chose qui marche, qui tourne pas rond. Qui tourne pas rond, voilà, hein, pour moi c'est important. Alors bon, quand je suis passé un paysan, eh bien, j'ai changé mes méthodes. Je pouvais pas passer certes, je pouvais pas passer en agriculture bio à cause de cette porcherie. Mais j'ai fait plein de choses. Et je m'étais fait empoisonner par un insecticide, alors j'ai décidé de supprimer les insecticides de la ferme. Et j'y suis arrivé à 100%. À 100%. Comment j'y suis arrivé? Alors, je n'y suis pas arrivé du jour au lendemain. Hein? Mais j'y suis arrivé, tout d'abord, sur le maïs, j'avais un ravageur qui était la pyrale du maïs. Eh bien, pour supprimer la pyrale du maïs, j'ai introduit des trichogrammes. C'est une petite guêpe parasitoïde qui pond ses œufs à l'intérieur des œufs de la pyrale, et ça marche merveilleusement bien. Merveilleusement bien. Ça marche. Hein? Et dans les années 80, on ne trouvait pas de trichogramme dans le commerce. Alors dans mon grenier, parce que j'avais un grand-père qui faisait des bonbonnes, hein, alors j'avais des verres à bonbonnes. Chez moi, vous venez, je peux vous donner une bonbonne, hein, ça, il n'y a pas de problème. Des verres à bonbonnes, il y en a à la ferme. Hein. Dans mes bonbonnes,
eh bien, je multipliais, comme on multiplie avec nos rennes, alors il faut des loupes, hein, il faut des loupes, des verres, hein, et on allait chercher les rennes, et puis on faisait multiplier dans les Montbonnes. Pendant l'hiver, je faisais ça dans mon grenier, je multipliais mes essaims de trichogrammes. Et puis après, dès que je voyais que ça allait éclore, eh bien, j'y mettais au froid à 4 degrés, et puis fin mai, début juin, dès que je voyais les premières vols de pyrale, je lâchais mes essaims dans mes champs de maïs, et ça marchait merveilleusement. Aujourd'hui, c'est plus facile, parce qu'on achète directement nos essaims à la coopérative, hein, c'est tout conditionné, hein, c'est très bien fait, ça marche très bien, ça marche merveilleusement bien, on n'a pas besoin de produits chimiques, et on n'a pas besoin d'OGM, parce que les OGM sont faits aussi pour lutter contre la pyrale du maïs. Hein. Et en quelle quantité? La pyrale du maïs, on dit, les OGM, pour lutter contre la pyrale du maïs, on nous a dit, oh oui, mais c'est le maïs, il devient résistant à la pyrale. Non, non, non. Le maïs produit lui-même son insecticide. Comme une vipère produit son venin. Qui est un insecticide et qui tue? Absolument. Ah, c'est un insecticide. Un BT, le BT. Hein, et en quelle quantité? C'est une étude allemande qui nous le dit. Pour lutter contre la pyrale du maïs, si vous le faites avec des trichogrammes, 0 insecticide. Si vous le faites chimiquement, 500 grammes de produits chimiques à l'hectare. Eh bien, un maïs OGM est capable de produire 5 tonnes de toxines à l'hectare. Quand vous fauchez votre maïs, que vous l'ensilez, que vous le donnez à manger à vos vaches, vous leur donnez à manger de l'insecticide. Alors moi, je ne suis pas un scientifique, mais quand même, éthiquement parlant, est-ce qu'on a le droit de donner de l'insecticide à manger à ses vaches? Sincèrement. Voilà. Donc, eh bien, pour lutter contre les pyrales, j'avais trouvé la solution. Après, j'avais aussi des insectes ravageurs sur mon colza. On a 3 ravageurs sur le colza. T'en as un peu parlé. Hein? On a le charançon de la tige, qui pique la tige du colza et qui le fait crever. On a la méligette qui mange le cœur de la fleur. Et si les cœurs de la fleur sont mangés, on aura guère de récolte. Hein? Et on a l'altise qui bouffe les feuilles. Si les feuilles sont bouffées, ben, la récolte ne sera pas bien bonne. Le hasard de la vie fait que, en débarrassant le grenier de mon grand-père maternel, je tombe sur un livre. Il habitait Sarman-Popey, hein, on est dans la région, je peux donner les villages. Hein, mon grand-père maternel, il était arboriculteur, il avait 1000 arbres fruitiers. Je tombe dans son grenier, je tombe sur un livre, Les oiseaux entomophage. Il était tout crayonné au crayon à papier, du 19e siècle, ce livre. Tout crayonné au papier, parce qu'à l'époque, il n'avait pas de stabilo. Et je me suis aperçu qu'il luttait contre l'altise des cerisiers avec des mésanges bleus. Ah! Ça veut dire quoi? Moi, j'ai de l'altise sur mon colza, et si j'introduisais des mésanges bleus sur mes champs de colza, ben, ça serait pas mal. Il n'y aurait plus besoin de traiter. Et c'est ce que j'ai fait. Il y a même un journaliste qui m'a appelé le berger des mésanges. Ah, ça m'a fait plaisir. Hein? Et eh bien, j'ai appris à les faire reproduire, parce qu'elles ne se reproduisent pas en captivité. J'ai appris à les faire reproduire. J'ai appris à les transhumer, parce qu'une année, mon champ de colza, il est ici, l'année d'après, il sera là-bas. Hein? Et bien, pendant l'hiver, il faut les transhumer. Et bien, j'ai même appris à les transhumer. Et bien, si vous savez le plaisir que j'ai pris, hein, pour faire ce travail-là, pour apprendre, parce qu'il n'y avait personne pour m'expliquer, mis à part ce livre du 19e siècle, hein, alors aujourd'hui, ça a été réédité, hein, on a des livres maintenant qui vont nous en parler. Mais la mésange bleue est un oiseau extraordinaire. Savez-vous que pour lutter pour 1 hectare, il suffit d'avoir 3 couples de mésanges bleus à l'hectare et vous n'avez plus besoin de traiter chimiquement. C'est extraordinaire. Une mésange bleue, 3 couples, c'est-à-dire 6 oiseaux à l'hectare, c'est rien du tout. Hein? Eh bien, savez-vous qu'une mésange bleue est capable de faire 12 500 prélèvements par jour? C'est extraordinaire, c'est un collègue de boulot, merde quoi. Elle travaille à votre place 7 jours sur 7, elle n'est jamais en grève.
C'est extraordinaire. Alors ça ne veut pas dire que d'autres mésanges, la charbonnière, qui est beaucoup plus présente dans ma région, je ne sais pas ici, hein, mais dans ma région, elle est beaucoup plus présente, elle est un peu plus fainéante. Elle fait que 8000 prélèvements par jour. Ou le rouge-gorge, qui est un petit paresseux, il fait 5000 prélèvements par jour. Ouais, mais après, il y en a tant d'autres. Ah, voilà, voilà. Mais quand vous apprenez ça, vous avez un autre regard sur l'agriculture, sur les insectes, sur les oiseaux qui vous entourent. Et c'est comment on va favoriser sur votre ferme leur développement et qu'elles soient présentes là au bon moment. Voilà, c'est tout le travail que j'ai mis en place. Hein, et je suis arrivé à me passer à 100% d'insecticides. Alors après, il a fallu travailler les fongicides. Et à l'époque, je ne connaissais pas les mycorhizes. Il a fallu qu'on fasse ce film, Secret des champs, où on a pu démontrer dans ce film, où tout le rôle des mycorhizes. Hein, il a fallu que je sois à la retraite pour savoir que les mycorhizes étaient capables d'aller chercher le phosphore dans la roche-mère. Vous imaginez? Alors que j'avais fait toute ma carrière agricole sans savoir ça. La seule fois que j'avais entendu parler pendant ma carrière de mycorhizes, c'était quand on parlait de la truffe. Hein, c'était tout ce que je savais sur les mycorhizes. C'est dramatique. Je ne savais pas que dans 1 gramme de sol, ça tu l'as pas dit, hein, il y a 1 milliard de bactéries et 1 million de champignons dans 1 gramme de sol vivant. Savez-vous combien? Oui, je parle bien de vivant, j'ai ajouté. Hein, j'ai ajouté. Dans un bois qui n'a jamais rien eu. Hein, savez-vous combien il y a de kilos d'êtres vivants sur 1 hectare de sol vivant dans un bois, par exemple? Savez-vous? Donnez-moi un chiffre en poids. 1 tonne. Il y a 10 tonnes d'êtres vivants à l'hectare, c'est-à-dire l'équivalent de 15 vaches. Si vous, sur 1 hectare, vous mettez 15 vaches, vous les voyez? Eh bien là, ces êtres vivants, ces 10 tonnes d'êtres vivants qui sont là, vous ne les voyez pas. Mais ils sont présents. Hein? Donc, eh bien, j'ai quand même encore un accident de la vie. Arrivé à réduire des 2 tiers les fongicides. Et j'ai encore continué de détruire mes champignons mycorhiziens. Parce que je ne savais pas. Par ignorance. Parce que si j'avais su, je m'en serais passé à 100%. Mais je suis arrivé à diminuer des 2 tiers. Là, l'accident de la vie. C'est mon fils qui prend la maladie des Hermoussus. Vous n'avez jamais entendu parler de ça, mis à part un médecin qui peut être là, ou une infirmière. En principe, il n'y a que 5 cas en France par an. Donc c'est une maladie très peu, la maladie des Hermoussus. C'est un champignon qui pousse entre le derme et l'épiderme, juste dessous la peau. Et quand le dermatologue a trouvé ce que c'était, c'est une maladie qui est facile à soigner. Mais pour la soigner, il faut faire ouvrir les pores de la peau. Hein? Et puis après, on met une pommade fongicide. Et pour faire ouvrir les pores de la peau, le médecin, eh ben, il m'a dit, vous faites prendre un bain au gamin avec du permanganate de potassium. Ça fait ouvrir les pores de la peau. Après, on fait prendre le bain, on sèche le gamin et on passe à pommade fongicide. Le gamin, en 3 jours, a été guéri. 6 bains. La pharmacie m'avait vendu une boîte de 100 cachets. Il m'en restait 94. Je me suis dit, si ça fait ouvrir les pores de la peau, ça doit faire ouvrir les pores des feuillages. Donc, quand j'ai eu de la rouille ou de l'oïdium sur le blé, j'ai mis 1 cachet de permanganate de potassium pour 100 litres d'eau. Et puis, j'ai diminué de 50% la quantité de fongicides. Et ça a marché merveilleusement bien. Le coup d'après, j'ai dit, je mets que 20% de fongicides et je mets toujours mon cachet de permanganate de potassium qui était payé par la sécurité sociale. Là, il n'y avait pas de problème. Hein. Et là, ça a un petit peu moins bien marché. Alors, le coup d'après, encore, hein, parce qu'il faut faire des expériences, quand jamais personne ne les a fait, il faut les faire. Eh bien, j'ai coupé la poire en 2, c'est-à-dire quand il fallait mettre 3 litres de fongicide, je mettais qu'un seul litre de fongicide.
Hein. Et puis à partir de ce moment-là, ça a super bien marché. Alors j'ai voulu faire partager mon expérience aux copains de la commune. Et le jour de l'Assemblée Générale de la coopérative agricole, eh bien, j'ai expliqué. Et puis, il y a Dominique, qui est le technicien de la coopérative agricole. On était de la même promotion. Hein. Lui, il avait réussi. Moi, il était devenu technicien de la coop. Et moi, j'avais échoué. J'étais paysan. Et il saute. Il dit, mais Gérard, ce que tu fais, c'est interdit. C'est interdit de mélanger des produits. Et il avait raison. On n'a pas le droit de mélanger des produits. Hein? Voilà. Mais quand on le fait, ça marche. Voilà, c'est tout. Donc, j'arrivais à diminuer des 2/3 les fongicides. Il restait les herbicides. Ah, comment se débarrasser des herbicides? Eh bien, je suis arrivé à diminuer de 80% les herbicides. Alors là, ça a été plus compliqué, ça a été plus long. Il a fallu passer au sans labour, plus labouré. Et ça a attendu 95. Vous voyez, 84 mon accident, 95, 11 ans plus tard, où j'ai décidé, avec des copains, on a loué du matériel, parce que c'est du matériel un peu spécifique. On a loué du matériel pour pouvoir le faire, et j'ai mis la moitié de la ferme avec labour, la moitié sans labour. Il y a eu une parcelle, je l'ai partagée en deux, moitié avec labour, moitié sans labour. Et dès la première année, j'ai eu 20% de récolte supplémentaire avec le sans labour qu'avec le labour. Alors là, je ne comprenais plus rien. Alors, plus rien. Hein. Parce que pour moi, le labour, c'était quelque chose qu'on faisait depuis toujours. Pour ça que j'y arrivais pas. Je me suis su après que le labour, c'était pas quelque chose d'agronomique, mais que c'était quelque chose de culturel. Quand j'étais gamin, j'avais appris pâturage et labourage sont les deux mamelles de la France. Quand j'étais plus jeune, j'avais fait des concours de labour. Puis là, on me disait, il ne faut plus labourer. Et j'y comprenais plus rien. Hein, pour moi, j'ai dit, ça ne va pas. On a toujours labouré. Sauf que, quand vous regardez bien, Sully, quand il a dit pâturage et labourage sur la France, ça fait que 400 ans. Sur l'échelle de l'agriculture, c'est rien du tout, 400 ans. Hein? Avant, on ne labourait pas. Hein? Et puis pas pour enfants. Et quand le Sully a dit pâturage et labourage, à ce moment-là, on labourait avec des vaches ou des mulets, et on labourait entre 5 et 8 cm. Et on faisait des labours dressés, c'est-à-dire qu'on labourait et on s'arrêtait là. Et tous nos insectes qui sont en surface, qui vivent dans les 5 premiers centimètres du sol, eh bien, ils pouvaient ressortir. Alors qu'aujourd'hui, on fait des 20-25 cm, des labours à 20-25 cm, et on fait des labours couchés. Il y a même la rasette qui met tout, la surface, au fond, bien au fond de l'arrêt. Hein? Et quand vous savez, je ne comprenais pas, moi, pourquoi je faisais plus de rendement avec le sans-labour qu'avec le labour. C'est quelques années plus tard que j'ai pu comprendre. Quand j'ai compris qu'il y avait des bactéries dans le sol et qu'on a 2 sortes de bactéries. On a des bactéries aérobiques qui vivent dans les 8 premiers centimètres du sol, et on a des bactéries anaérobies qui n'ont pas besoin d'air pour vivre, qui vivent entre 8 et 30 cm. Quand vous labourez à 22 ou 25 cm, vous mettez vos aérobies au fond de l'arrêt et elles crèvent toutes, vous mettez vos anaérobies en surface et elles crèvent toutes. Vous avez des sols morts. Ah, vous avez des sols propres, avec toute la chimie, mais vous avez des sols morts. Voilà ce qui arrive. Et en faisant tout ça, parce que comme je n'étais pas passé en bio, et que je suis un paysan fier, il fallait que j'aie au moins les mêmes rendements que mes voisins. Hein? Eh bien, en faisant tout ça, je suis arrivé à avoir les mêmes rendements que mes voisins. Hein? Voilà. Alors après, j'ai pas fait que ça. J'ai aussi, quand j'étais exploitant agricole, j'avais arraché des haies. Je suis peut-être un peu long. J'avais arraché des haies. Quand je suis devenu un paysan, j'ai replanté des haies. Mais je n'ai pas replanté n'importe quelle haie. J'ai replanté des haies composites. Alors c'est quoi une haie composite? C'est une haie à 3 étages. C'est-à-dire des arbres à grandes tiges
et notamment des chênes. Parce que si vous n'avez pas de chêne sur votre ferme, vous n'aurez pas de mésanges bleus. Parce que vit sous les écorces des mésanges bleus, vit une micro-chenille, je ne me rappelle plus de son nom, peu importe, qui, grâce à cette micro-chenille et le fait qu'elle le prenne dans son jabot et qu'il redonne la béquée, grâce à ça, vous avez tous les anticorps qu'elle apporte aux oiseaux. Comme le colostrum du lait, pour les mammifères, eh bien, l'oiseau, le fait de donner la béquée, elle apporte tous les anticorps à ses oisillons. Si vous n'avez pas de chêne, vous n'avez pas cette micro-chenille, et vous n'aurez pas d'oisillons. Voilà, ça il faut le savoir, c'est des trucs comme ça qui est important à savoir. Donc j'ai mis des chênes, j'ai mis des hêtres, j'ai mis quelques fruitiers, parce que ça ne mange pas de pain d'avoir des fruits, hein, des cerises, des pommes, des poires, des prunes, des noix, voilà, même si ce n'est pas toi qui les ramasses, même si au bord des chemins de randonnée, c'est des randonneurs qui vont manger les fruits, ça participe au réseau social que se donne l'agriculteur, hein, le paysan. Pour moi, ça c'est important. Hein, moi, je suis content quand les randonneurs mangent des noix ou mangent des fruits qui sont tombés au sol, parce que comme je les ai laissés monter très haut, on ne peut pas les ramasser. Voilà, et puis les oiseaux en mangent, et puis voilà. Ça, c'est l'étage supérieur. L'étage intermédiaire, deuxième étage, eh bien, j'ai mis des arbustes à baies. Des baies qui vont commencer à mûrir à partir du mois d'octobre jusque fin février. Hein, je vais mettre... Alors, je ne vais pas vous donner ce qu'il en met, parce que suivant l'altitude, suivant la latitude, il y a un livre qui est merveilleux qui s'appelle « Les composites hein, ». Vous le trouverez, et comme ça, ça vous donnera les essences qu'il faut mettre. Donc moi, j'ai mis donc mes oiseaux, parce que les mésanges, entre autres, hein, elles ont un gros avantage, elles sont insectivores, elles sont grainivores, elles sont fructivores. Donc voilà, il faut les nourrir pendant l'hiver. Alors pendant l'hiver aussi, il faut leur apporter à boire quand ils gèlent sur plusieurs jours, il faut leur apporter à boire. Un peu d'eau tiède, un petit peu dissimulée un peu sur toute la ferme. Voilà, mais c'est sympa à faire. Hein. Aller nourrir ces oiseaux, c'est... Je vous dis, hein, oui, suite ce qui m'est arrivé, bien souvent je dis, j'aurais pu tomber dans la neurasthénie ou la dépression. Est-ce que vous avez l'impression d'avoir quelqu'un en face de vous qui est neurasthénique ou qui est dépressif? Voilà. Non mais c'est important de le dire parce que, hein, et grâce à cette agriculture que j'ai essayé de mettre, que j'appelle aujourd'hui agroécologique, quoi. Et ça, tout le monde peut le faire, quel que soit l'endroit où il est, faire un petit pas en avant à partir de... Voilà. Donc, ça, alors, voilà, mes oiseaux, ils étaient nourris. Et puis alors, l'étage inférieur, mes composites. Alors, sur le livre, il nous dit il faut mettre de l'herbe à savane. Chez nous, l'herbe à savane, elle ne tient pas. J'ai essayé d'en mettre, ça ne tient pas l'hiver, ça va pas. Eh bien, j'ai mis du dactyle. Au bout de 3-4 ans, il fallait quand même que la haie prenne le dessus. Hein, je paillais pour pas qu'elle... Puis au bout de 3-4 ans, je paillais plus. Et puis je mets un peu de dactyle, qui ressemble beaucoup à l'herbe à savane. Et puis j'ai laissé venir le gaillet gratteron. Hein, il vient naturellement. C'est une plante un peu envahissante. Je l'ai laissé venir et je ne le savais pas. Je l'ai découvert seulement l'année passée avec Simone. On a fait des recherches sur le gaillet gratteron. Et on s'est aperçu que c'était une plante médicinale. Et c'est extraordinaire, hein, elle a plein de vertus. Hein, on peut manger en salade, on peut la manger, on peut en infusion. Hein, elle a plein de belles vertus. Vous allez sur Internet, vous faites gaillet gratteron, c'est extraordinaire. Mais quand tu as du gaillet gratteron dans tes haies, eh bien, tu as des hérissons. Tu as des carabes. Et comme les limaces viennent toujours de l'extérieur du champ vers l'intérieur du champ, si tu as une haie composite tout autour de ton champ, eh bien au moment où elle va rentrer dans ton champ, elle va traverser la haie composite, il y aura les hérissons et les carabes qui sont là pour les accueillir, et on n'a plus besoin de limaticides. C'est extraordinaire, et ça marche super. Et une haie devient rentable.
Ouah, pour nous les paysans, dire qu'une haie c'est rentable, alors qu'on nous en a fait arracher pendant toute notre vie, eh bien moi je vous dis, une haie c'est rentable, parce qu'une haie, eh ben, vous n'aurez plus besoin d'acheter de l'immaticide, parce que vous aurez des carabes et des hérissons, vous n'aurez plus besoin d'acheter d'insecticides, parce que vous aurez des oiseaux auxiliaires, et vous aurez aussi des insectes auxiliaires. Parce qu'à partir du moment où mes haies composites sont commencées, j'ai plus besoin pratiquement d'utiliser de trichogramme. J'ai plus besoin d'en acheter. Parce que j'avais des mouches taquinaires, des chrysopes et des guêpes parasitoïdes qui vivaient dans ma haie composite, et j'avais plus besoin de ramener des trichogrammes, hein, parce que ça marchait merveilleusement. Voilà, voilà un peu tout ce qu'on peut mettre, tout ce qu'on peut faire sur une ferme. Il suffit d'être un tout petit peu observateur. Puis, alors, je vous dis tout ce qui a marché, mais pendant toutes ces années, c'est vrai qu'il y a des choses où je me suis cassé la gueule. Alors, du moment où on s'est cassé la gueule, on y oublie. Hein, on y oublie, parce que, ben oui, ben, je ne vous dis pas que j'ai réussi tout ce que j'ai entrepris. Bien sûr que non. Hein, puisque, ben, en étant un peu pionnier dans cette histoire, alors pas complètement, hein, sur les porcs, je suis arrivé, je l'ai gardé cette porcherie, il fallait continuer de la rembourser. Bien sûr que je l'ai gardé. Des porcs sur caillebotis, ça me faisait pas franchement envie, mais malgré tout, je l'ai gardé. Eh bien, je suis arrivé à me passer à 100% d'antibiotiques. À 100% d'antibiotiques. Et là, tout simplement, en déconcentrant. C'est-à-dire, ou pas beaucoup, j'ai déconcentré, au lieu de mettre 18 porcs par loge, j'en mettais plus que 15. C'est pas énorme, 3 porcs de moins. Et quand les 5, sur les 15, quand les 5 plus lourds arrivaient à 100 kilos, c'était les 5 plus mauvais, c'était ceux qui graissaient. Hein. Ceux-là, ils partaient à l'abattoir. À 105 kilos, ils partaient à l'abattoir. Hein, chez Carrel, hein, on ne cherchait pas... Et puis, les 10 qui restaient, ils avaient du volume d'air, hein, puisque les ventilateurs étaient faits pour 18 porcs, hein, jusqu'à 125 kilos. Hein, donc là, ils avaient du volume d'air. Et je les montais à 135 kilos. Je faisais du porc lourd, qui était payé super bien, que je pouvais garantir sans OGM et sans antibiotiques. Hein, et je vendais mes porcs bien plus cher. J'ai trouvé un gars qui me les achetait, hein, la marque Paccard, hein, pour la nommer, hein, les charcuteries Paccard, hein, qu'on trouve beaucoup dans le sud de la France. Voilà, et ça partait comme ça, parce que je faisais un produit un peu plus de... Alors, c'était des porcs fermés, mais quand même, on garantissait ça. Au niveau de la qualité, on a beaucoup amélioré. Hein. Ça, c'est une chose. En plus de ça, et je voudrais venir par rapport aux bactéries, je me suis mis à composter mes lisiers. Alors, les composter, j'ai pas mis des bactéries dans mes lisiers. Il y en a qui mettent des bactéries dans les lisiers pour que... Voilà. Moi, je n'en ai pas mis. Quand j'ai fait la mise aux normes de ma porcherie, eh bien, j'ai mis un système d'oxygénation. C'est-à-dire, au lieu d'avoir des bactéries anaérobiques dans ces lisiers, qui fait sentir mauvais le lisier de porc, entre autres, c'est parce que c'est des bactéries anaérobiques. Hein. Le fait d'oxygéner ces lisiers 5 minutes toutes les heures, j'avais une pompe qui oxygénait 5 minutes toutes les heures, qui brassait, qui oxygénait, je me suis retrouvé avec des bactéries aérobies. Et quand c'est oxygéné pendant 2 mois, et j'avais 2 sortes de fosses, j'avais les pré-fosses et la grande queue où ça s'oxygénait. Quand on reste pendant 2 mois sans passer de la pré-fosse à la fosse, hein, tu peux étendre ton lisier, il ne sent plus rien du tout. Et j'ai fait des expériences à l'aveugle, en bandant les yeux de certaines personnes, en mettant un verre de lisier et un verre d'eau. Eh bien, j'avais 50% de gens qui me disaient, qui tombaient juste, et 50% qui se trompaient. Donc, ça veut dire que ça sentait pas. Voilà.
Ou vraiment, celui qui avait vraiment le nez très très fin, hein, un nez, hein, celui qui avait un nez, hein, il sentait. Vous laissez boire. Hein? Vous laissez boire. Non. Non. Non mais c'est pour dire, ce qui m'a permis de passer de 700 kg d'engrais chimiques à l'hectare en 84, à l'année de ma retraite, je n'en ai utilisé que 60 kg à l'hectare, et je vous dis en gardant les mêmes rendements que mes voisins. Tout simplement parce que ces lisiers, je pouvais les épandre au moment où la plante en avait besoin. J'étais plus obligé de les enterrer. Et parce que quand vous faites un blé, en général, vous mettez votre lisier à l'automne, vous labourez, vous enterrez votre lisier. Pendant tout l'hiver, la plante n'en a pas besoin. Pendant tout l'hiver, le lisier, il se barre à la rivière ou à la nappe phréatique. Et au printemps, vous êtes obligé de mettre de l'engrais chimique parce que c'est à ce moment-là où la plante en a besoin. Et bien là, on est passé au système d'épandage 100 tonnes. C'est-à-dire plus de tonnes à lisier, un tuyau de 7 cm de diamètre où on balance 45 bars, hein, et le tracteur qui est en basse pression. Hein, alors on l'a acheté en intercuma, pas seulement une cuma, plusieurs cumas ensemble, hein, au niveau de notre département. Et le tracteur, il tire le tuyau, et puis il épand le lisier. C'est du lisier qui ne sent pas, qu'on peut apporter au printemps, au moment où la plante en a besoin. Et on apporte juste pile poil la bonne quantité. Donc, vous voyez, c'est des petits trucs. Mais si je n'avais pas fait l'oxygénation du lisier, eh bien, je ne pourrais pas y passer parce que, et j'ai été élu au conseil municipal, hein, parce que si vous avez une porcherie qui sent mauvais, vous n'êtes jamais élu au conseil municipal. Là, alors là, je vous dis garantie, hein. J'ai quand même fait 2 mandats. Donc, ben oui, non mais vous voyez, c'est des trucs qui ne trompent pas. Hein, c'est des trucs qui ne trompent pas. Hein, et ben voilà, tout simplement, avec l'épandage 100 tonnes, alors c'est vrai que, en même temps, ce tracteur est équipé de roues basse pression pour ne pas tasser le sol, hein, puisqu'on n'a que 200 grammes au centimètre carré. C'est-à-dire qu'il peut vous rouler sous le pied, 200 grammes au centimètre carré, vous y sentez, mais sans plus. Hein, c'est vraiment, on touche vraiment, hein, mais voilà, c'est aussi l'avantage des cumas, puisque sur la ferme, à partir de 95, il n'y a plus de tracteur sur la ferme, du tout. Du tout. C'était tout en cuma. Hein, et sur le groupe cuma qu'on a créé, on est passé de 17 tracteurs qui étaient individuels, hein, à aujourd'hui, il y a 5 tracteurs. Voilà. Et alors, c'est vrai que ça, là aussi, mais ça demanderait presque une soirée, hein, on a institué le devoir de s'asseoir. Le devoir de s'asseoir, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les samedis matins de 11h à midi, assemblée générale pour organiser la semaine suivante. Et ça marche super bien. Hein. Et en 95, une chose qui n'existait pas, c'était ça. Donc ça n'existait pas. Hein. Le téléphone portable, ça a beaucoup amélioré, parce qu'un gars, pour une raison ou pour une autre, va être en retard, l'autre va l'attendre, et puis après on s'engueule. Hein. Déjà, le fait de savoir que... Et puis alors, il y a une autre chose qui est merveilleuse quand on est en cuma, c'est qu'on s'aperçoit très rapidement que le copain qui est le voisin, il est aussi compétent que toi. Ah, dis donc. Ah oui, il est aussi compétent que toi, parce que toi, tu es en train de traire tes vaches, lui, il a fini de semer le maïs chez lui, puis comme le tracteur, il est attelé et qu'il ne faut pas l'arrêter, hein, au moment où c'est le moment de la bourre, ben, il va venir et puis il commence à semer chez toi. Puis toi, quand tu as fini de traire tes vaches, ben, tu vas monter sur le tracteur et tu vas continuer de semer, puis lui, il va aller soigner ses cochons. Et tu ne vois pas la différence entre ce qu'il a semé lui et ce que tu as semé toi. Donc c'est preuve qu'il est aussi compétent que toi. Eh bien oui, mais ça fait du bien aussi de pouvoir se le dire, hein, reconnaître. Alors aussi, on a été encore plus loin dans la cuma. On a été, même si on casse, ah oui, parce qu'on peut casser. Hein, est-ce que c'est une cassure d'usure ou c'est une fausse manœuvre? Eh bien, on a considéré qu'un accident, ça peut arriver à tout le monde. Et que ben, c'est la cuma qui prenait en charge systématiquement les réparations.
Oui, parce que ça peut t'arriver. Et moi, ça m'est arrivé de casser une vitre du tracteur parce que j'ai relevé trop vite l'outil qui était derrière. Et paf, la vitre a pété. Ben oui, fausse manœuvre. Et ben ça a été pris en charge par l'ensemble des copains. Voilà. Et ça se fait pas du jour au lendemain. Ce devoir de s'asseoir, de se retrouver toutes les semaines. Hein. Alors, il y a des semaines, il y a beaucoup de travail pour organiser la semaine suivante. Puis, il y a des semaines, eh bien, où on a plus le temps l'hiver. Eh bien, on refait le monde. Hein. Et ça fait du bien aussi de se retrouver entre copains. Voilà un petit peu mon témoignage, comme on m'a demandé de le faire. Alors en même temps, je vous dis qu'on a continué de travailler. Le premier film qu'on a fait, c'est Cultivons la Terre. Là, vous me voyez en train de poser des essaims de trichogrammes dans mes champs, entre autres, où on a monté énormément d'alternatives. Alors c'est vrai qu'on parle aussi, le fil rouge et les OGM. Aujourd'hui, les OGM sont plus qu'ils sont décrits en 2008 quand on a fait ce film. Hein, puisqu'aujourd'hui, on ne va plus parler d'OGM, mais on va parler du CRISPR-Cas9. Hein, il faudra s'habituer à ce nouveau nom. Hein, CRISPR-Cas9, compliqué. Hein, c'est un ciseau qui coupe les molécules, c'est un peu compliqué. Le deuxième film, je vous en ai déjà parlé, c'est Secret des champs. Secret des champs, c'est ce film, moi je l'aime énormément, qui nous montre comment la plante est belle, comment la plante, il y a 450 millions d'années, a colonisé la surface de la Terre et elle n'a pas eu besoin de la main de l'homme. La plante a été capable de s'adapter, qu'on soit dans la toundra du pôle Nord, qu'on soit sous l'équateur, la plante y est arrivée, elle est arrivée toute seule. La plante a été capable de se défendre, puisque certaines plantes vont prendre des toxines, d'autres vont prendre des épines, d'autres vont faire appel à des insectes ou à des oiseaux auxiliaires. Parce que je ne vous ai pas dit, quand mon colza il est piqué par le charançon de la tige, eh bien le colza il émet une phéromone, une odeur particulière qui se dégage dans l'atmosphère. Hein, et la mésange, elle n'a même pas besoin de ses yeux pour aller le chercher, elle y va avec l'odeur et elle va faire le prélèvement parce qu'elle est guidée par l'odeur des phéromones. Hein. Vous voyez, la plante, elle est extraordinaire. La plante, elle est tellement extraordinaire qu'elle a même été capable de voyager. Puisque dans les îles les plus retirées de la planète, eh bien, la plante qui est arrivée, elle est arrivée toute seule. Voilà. Donc, c'est ce que j'ai envie de dire. Et puis, alors, ce film, voilà. Alors, la première partie du film, c'est l'interaction entre les plantes et les insectes. Là, vous voyez travailler des insectes au travail, des insectes qui sont gros comme des moucherons. Vous les voyez travailler plein écran. C'est extraordinaire. Le caméraman et la réalisatrice, ils ont fait un travail extraordinaire. Hein. La deuxième partie, c'est l'interaction plante-sol. Et là, on voit, alors c'est des images de synthèse, puisqu'on ne peut pas filmer à l'intérieur. Et on voit tout le rôle des mycorhizes, entre autres. Et la troisième partie, c'est l'interaction, les plantes entre elles, tout ce qui est permaculture, mélange de cultures, voilà, et tout ça, et agroforesterie. Voilà, ça a été notre... Et puis le dernier film qu'on a sorti en novembre, eh bien, c'est Les semences du futur. Alors, j'ai pas eu le temps, et puis je ne vais pas peut-être en parler, on en parlera peut-être dans le débat maintenant. Les semences du futur, tout le travail que j'ai réalisé en étant au Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Actuellement, on est en train d'écrire la Déclaration des droits des paysans. Cette déclaration qui va venir en complément de la Convention des droits de l'homme, qui va être adoptée normalement en juin au Conseil des droits de l'homme, et en novembre à New York, au niveau de l'ONU à New York. Hein. Donc, et l'article 19 qui est le droit à la semence. Hein. Et bien, ce film nous montre justement tout ce qui est par rapport aux semences. Voilà ce que j'avais envie de vous dire pour aujourd'hui. Merci. On va ouvrir le débat. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions parmi vous? La première, c'est toujours le plus dur. Pourquoi, monsieur, il y a encore des jeunes agriculteurs de 35-40 ans qui arrachent des haies? On peut penser que s'ils en bousillent, je ne sais pas, 600 mètres de long par 4 mètres de large, ça leur fera un hectare de plus, enfin à la louche. Hein. Mais pourquoi un type qui a 35 ans, 40 ans, se permet encore de faire ça, monsieur? Parce que la commune n'a pas classé les haies.
parce que les communes devraient classer les haies, déjà. Ça, quand j'étais au conseil municipal, c'est la première chose qu'on a fait, la révision du plan d'occupation des sols, du PLU plutôt. C'est la première chose qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on a déjà classé toutes les haies de la commune pour que plus aucune haie s'arrache. Alors, elles peuvent se couper parce qu'il y a des arbres qui ont besoin d'être coupés, qui arrivent en fin de vie et qu'il faut couper, hein, mais une haie ne s'arrache pas. Hein. Alors ça, c'est déjà la première chose, la responsabilité des communes. La deuxième responsabilité, eh bien, c'est les lobbies. C'est les lobbies, c'est-à-dire que tu vas à l'école, et moi je m'aperçois que ces jeunes que vous parlez, bien souvent, c'est des jeunes qui sont issus de parents d'agriculteurs. Ceux qui viennent qui sont ce qu'on appelle des néo-ruraux, qui viennent de l'extérieur et qui viennent s'installer, ceux-là n'arrachent pas les haies. Vous voyez, il y a vraiment une différence. Hein. Moi, c'est une constatation que j'ai faite, parce qu'on ne remet pas, pour les jeunes, c'est très difficile de remettre en cause ce qu'a fait papa tout le temps. Voilà, hein, ça voudrait dire qu'on remet en cause toute cette révolution verte qui a eu lieu pendant un certain nombre d'années, tout ça. Eh bien, c'est très difficile d'y remettre en cause. Moi, quand j'ai commencé à changer, eh bien, mon père, qui avait été, et que vous voyez, avec un peu d'ironie, je parle du Crédit Agricole, mais mon père faisait partie des membres fondateurs du Crédit Agricole ou de Groupama. Hein. Remettre en cause ces institutions qui ont été mises en place par nos parents, nos grands-parents, eh bien, c'est toujours difficile. C'est-à-dire, moi, j'appelle ça les freins au changement. Hein. Les freins au changement sont compliqués. Parce qu'il y a plein d'éléments qui font qu'on ne va pas changer. Vous savez, pourquoi beaucoup d'agriculteurs savent qu'on est dans le mur, hein, que cette agriculture chimique et industrielle n'est pas la panacée. Et pourquoi ils ne changent pas, hein? Il faut savoir une chose, c'est qu'à l'après-guerre, de l'après-guerre jusqu'à... Pendant longtemps, on a eu un exode rural massif. Massif. Et les premiers qui sont partis, ça a été les femmes. Et les hommes, pour garder leurs femmes, même si c'était inconscient, ils ont commencé à ranger la maison, à faire une salle de bain, WC intérieur, à ranger la maison, à sortir le tas de fumier qui était dans la cour, et à faire des labours profonds, pour que ça soit beau, pour que ça soit propre. C'était complètement dans l'inconscience. Et vous voyez, le labour profond, comment je le dénonce aujourd'hui, hein, et que tous ceux qui travaillent en microbiologie des sols, hein, eh bien, ils vont nous dire qu'il ne faut pas labourer profond. On peut faire des labours agronomiques. Des labours de 8 cm, le labour agronomique. Hein, mais pas au-delà. Les labours profonds de 20 ou 25 cm, à proscrire. Mais dans l'inconscience, on ne change pas les choses du jour au lendemain. Parce qu'il y a plein de trucs qu'on n'a même pas conscience nous-mêmes. Ce culturel qu'on n'a même pas conscience nous-mêmes. Moi, si je vous dis ça, c'est que pour faire le film Secret des champs, on a travaillé pendant 5 jours avec une anthropologue pour travailler les freins au changement, parce qu'on voulait faire un film qui soit visible par les paysans jusqu'au bout, sans qu'ils ferment le bouton avant. Parce que quand ils regardent des films comme Tous cobayes, où je suis témoin dedans, hein, certes, de Champ-Paul-Jaude, moi j'ai animé ces films souvent, eh bien j'ai des paysans qui viennent, qui partent avant la fin, parce qu'ils se sentent accusés. Le pire, c'est nos enfants nous accuseront, hein. Et les paysans ne peuvent pas le regarder. Ils se sentent accusés. Il ne faut pas faire des films qui accusent les paysans. Parce que si le paysan, il est là... Moi, j'ai été le premier. Hein, j'ai fait une certaine conversion. Mais si on veut que les paysans puissent faire un pas en avant par rapport à cette agriculture chimique industrielle, il ne suffit pas de les mettre sur les bancs des accusés. Voilà. Moi, ça c'est... Hein, les paysans... On va discuter ensemble. Tu fais comme ça, comment on peut y améliorer, hein? On va pas... et si tu fais comme ça, c'est que tu as tes raisons. Et puis il y a une peur. Et puis en plus de ça, ce qu'il fait, il gagne de l'argent. Enfin, il gagne de moins en moins bien. Mais il gagne quand même de l'argent. Il sait faire ça.
On va pas lui faire changer comme ça du jour au lendemain. Voilà, c'est tout un travail d'éducation, de remotivation, de prouver aux gens qu'on peut vivre heureux aussi en faisant cette autre agriculture. Hein, et puis financièrement qu'on s'en sorte. Voilà. Est-ce qu'il y a une autre question? Pour la dame qui est scientifique, alors est-ce qu'on pourrait ensemencer les sols avec des micro-organismes délibérément, en injectant ou en ensemençant? Oui, oui, tout à fait, oui. On peut complètement ensemencer les sols ou même des lisiers fumiers avec des micro-organismes pour justement permettre ce que j'ai décrit, à la fois redonner cette vie au sol, à la fois l'aspect nutritif, l'aspect lutte biologique, l'aspect biorémédiation, l'aspect réservoir par la formation de matière organique stabilisée. Ça, c'est complètement possible. Par contre, juste le conseil que je donnerais, c'est de plus en plus, il y a des industriels qui proposent ça, des amendements avec des micro-organismes. Juste, voilà, ce qu'il faut faire attention, c'est d'ensemencer un écosystème dans sa totalité. Là, justement, j'assistais à des conférences là, avec Agri Sud-Ouest et je parlais avec des chercheurs qui disaient, oui, mais souvent, quand vous faites une ou deux bactéries que vous mettez dans le sol, par exemple un inoculum de rhizobium ou un champignon mycorhizien, qu'on rajouterait, c'est que ça marche très bien en laboratoire parce que voilà, le champignon, il est dans ses conditions optimales de croissance, la bactérie aussi. Mais malheureusement, quand elle se retrouve dans le sol ou qu'il se retrouve dans le sol, il n'y a plus rien. Parce que voilà, le sol, c'est quand même un milieu hostile, il va avoir certaines compétitions. Et voilà, on discutait de vraiment l'importance d'ensemencer un sol avec un écosystème microbien déjà équilibré, quoi. Et pas un ou deux inoculums ou 5, 6 comme ça peut exister. Tout à fait. Quelqu'un d'autre? Bonsoir. Par rapport au film dont vous avez parlé, est-ce qu'il serait disponible ce soir éventuellement? Pouvez-vous donner quelques détails pour se les procurer? Évidemment, puisque quand on fait du travail qui nous plaît, hein, qu'on bosse, alors c'est vrai qu'on a travaillé avec Honorine Perrineau, je pense un certain nombre d'entre vous la connaissent, puisqu'elle est de la région, hein, je crois qu'elle est de Mornan, hein, donc oui, j'en ai une caisse, j'ai une caisse complète dans la voiture. Voilà. Hein. Évidemment, mais quand on fait un travail, parce que j'ai participé au comité de pilotage de ces 3 films, sincèrement, quand on fait un travail qu'on trouve où on a réussi, hein, parce qu'il faut quand même savoir que le premier film, il a été passé au festival Paris Science, hein, et ils ont sélectionné sur tous les documentaires français, ils en ont sélectionné 38, on était dans ces 38-là, hein, sélectionnés. Donc, on n'a pas eu le premier prix. Ok. Que celui-là, on a eu 1000 € dans un festival américain. Hein, alors, ils ne sont jamais passés à la télévision française, parce qu'on n'est pas dans le format des 51 minutes. On est en 1h24. Hein, et la télévision française, les documentaires, c'est 51 minutes. Hein. Donc, par contre, il est passé à la télévision suédoise, il était passé à un certain nombre de... Hein, voilà. Et puis, le dernier, là, qui vient de sortir, eh bien, en janvier, il est passé à un festival de Californie. Donc, vous voyez, s'il a été sélectionné, c'est pour ça que j'ai pas peur de les proposer, parce que quand on fait c'est comme si j'avais écrit un livre, hein, mais ça viendra. Hein, vous savez, si vous vouliez un jour sortir Le berger des mésanges, ça, c'est un petit peu dans les tuyaux. Voilà. Mais oui, quand on fait quelque chose qui nous plaît, qu'on trouve qui est assez réussi, et moi c'est un travail collectif, hein, c'est pas un travail individuel, évidemment qu'on le propose, hein, et que je peux, alors en plus de ça, je peux même aller dans vos communes, dans votre bibliothèque, dans votre garage, vous invitez 15 personnes, j'y vais gracieusement. J'y vais gracieusement, j'ai tout le matériel vidéoprojection professionnel, avec des vidéos comme il y a au plafond, mais encore plus, hein, vraiment super. Hein,
Et je viens avec le matériel gratuitement. Je demande une seule chose, c'est qu'on me paye mes frais de déplacement parce qu'il faut que je préserve ma capacité militante. Je ne demande rien pour me dédommager parce que j'ai un revenu de subsistance qui est ma retraite agricole. Hein? Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonsoir, c'est une question au niveau de la nutrition. La qualité nutritionnelle, par exemple, des fruits et légumes. J'ai entendu dire que, par exemple, on va dire une pomme d'aujourd'hui est peut-être 30 à 40 fois moins nutritive qu'une pomme des années 50. Donc, est-ce que, à travers les études que vous faites en ce moment, donc justement en imaginant sur de bons sols, donc par exemple, pour continuer avec les pommes, voilà, des pommiers qui seraient plantés sur des sols vraiment vivants, est-ce qu'on pourrait retrouver la qualité nutritionnelle qu'on avait dans les années 50 ou pas? Oui, là, complètement. Là, c'est des études qu'on fait, donc, où on a un sol qu'on a ensemencé justement avec de la vie microbienne versus le même sol plutôt en agriculture conventionnelle. Donc on a fait pousser différents fruits, légumes, et le constat, et c'est vrai qu'avec un sol vivant, la qualité nutritionnelle, elle est énorme. Alors est-ce qu'on est revenu complètement au seuil qu'on avait exactement il y a 50 ans? On avait 50 fois plus de vitamine C dans une pomme il y a 50 ans qu'aujourd'hui, donc c'est vrai que c'est quand même assez dramatique. Après, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on parle toujours, il faut du N, du P et du K pour une plante. Oui, il faut du N, du P et du K, ça c'est vrai, mais vraiment pas que. Et voilà, donc tout ce qui est engrais chimiques, on va apporter du N, du P et du K, mais tout ce qui va être les oligo-éléments, donc il y en a à peu près une 60aine nécessaires donc, au développement équilibré d'un fruit, d'un légume, ben ça on l'apporte par le sol. Voilà. Donc oui, complètement, on y arriverait. Après, ça prendrait sûrement un peu de temps, mais en tout cas, c'est sûr que ces études, elles montrent vraiment qu'avec un sol vivant, on a une qualité qui est incomparable. Ça, c'est sûr. Oui. Oui, bien sûr. Puis il y a un éleveur d'escargots, tout à l'heure j'ai entendu dire qu'il avait que justement ces escargots, de la façon dont il travaillait, eh bien, alors j'aimerais bien l'entendre un peu, hein, parce que... Alors, bonsoir, au risque de me répéter. Désolé pour ceux qui l'ont déjà entendu. Non, l'idée de départ, justement, c'était... Moi, je suis vigneron et éleveur d'escargots. Donc, très vite, je me suis penché sur la vie de mes sols en viticulture. Et on s'est rendu compte qu'en relançant la vie des sols, on avait tout de suite les fruits qui avaient un meilleur goût et les vins qui plaisaient tout de suite beaucoup plus. Donc, un vrai apport qualitatif. Et justement, les fameux oligo-éléments dont on nous parle là, pour moi, ne sont pas étrangers à cela. Et un jour, je me suis dit, mais il faut que je fasse la même chose pour l'herbe de mes parcs à escargots. Donc les escargots, en fait, ça mange de l'herbe. On sème de l'herbe en début d'année. Et ensuite, les escargots mangent cette herbe-là et mangent également des céréales, quoi. Donc j'ai commencé de la même façon à réensemencer mes sols pour avoir des sols vivants, parce que je savais que j'allais avoir une qualité diététique de l'herbe qui était supérieure. Et en fait, ça s'est très très vite manifesté, puisque depuis 4 ans maintenant, je récolte chaque année plus d'escargots en distribuant moins d'aliments à base de céréales. Et en plus, je travaille avec les chefs de grands restaurants qui eux aussi me disent, mais la première année tout de suite ils m'ont dit, mais qu'est-ce que tu as fait à tes escargots? Et là c'est vrai que j'ai un petit peu tremblé, j'ai dit pourquoi, qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit c'est encore meilleur, et eux gustativement ils l'ont tout de suite vu, quoi. Voilà. On relance la vie du sol, ça améliore la qualité de l'herbe et la santé animale et les perceptions derrière au niveau de l'animal. Vous savez pourquoi aujourd'hui
Il y a énormément de personnes qui ont des problèmes de gluten. Tout simplement parce qu'on a des blés qui sont complètement dévitalisés, qui n'ont pas tous ces éléments nutritifs qui leur sont. On les fait pousser, mais ils sont complètement dévitalisés. Donc on a des gluten qui sont dégueulasses, parce qu'il y a 50 ans, vous n'entendiez jamais parler de problèmes de gens qui étaient allergiques au gluten. Pourquoi les gens aujourd'hui ont des problèmes de lactose? Hein? Parce qu'aujourd'hui on n'a plus des vaches. On a des pompes à lait. Et on a sélectionné la quantité au détriment de la qualité. Hein? Les gens qui ont des problèmes de lactose, on en entend tous les... Je suis persuadé que dans cette salle, si je me demande qui c'est qui a des problèmes de lactose, il y a 10 mains qui vont se lever. Ben oui. Donc, et de gluten encore plus. Mais ça, faut pas s'étonner. À un moment donné, il faut pas s'étonner. Hein, notre sélection qu'on a menée pendant ces 60 ans d'agriculture chimique industrielle, hein, et elles ont été toujours dans le même sens. Faire de la quantité. Alors c'est intéressant, parce que plus tu fais de la quantité, ça permettait de faire baisser les coûts. Hein, et qu'au niveau d'un gouvernement, le fait d'avoir une alimentation qui coûte pas cher, hein, et c'est pas les paysans qui en sont les responsables. Moi, ça, je veux bien le dire haut et fort. C'est pas les paysans qui en sont responsables. C'est les gouvernements qui ont tout mis en œuvre pour qu'on ait une alimentation qui soit pas chère. Hein? Et ben ça, ils ont poussé, et avec l'industrialisation de l'agriculture, avec l'arrivée de la motorisation, avec l'arrivée des engrais et des pesticides, eh bien ça a permis à faire ça. Hein? Pour permettre à ce que le consommateur, eh ben, il puisse aller en vacances, qu'il puisse consommer d'autres choses que de l'alimentaire. Mais pour ça, il fallait que l'alimentaire ne soit pas cher. Hein? Et après, ben, on a des problèmes de maladies qui viennent se greffer, on a des problèmes... Voilà. Donc, je suis un peu violent là-dessus, parce qu'il y a un moment donné, il y a un ras-le-bol, quoi. Et justement, question pour les gens qui sont dans la salle, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil simple pour aujourd'hui faire le choix d'une agriculture nutritionnellement intéressante, écologiquement responsable, qui préserverait la biodiversité? Qu'est-ce qu'on peut faire demain en sortant de la soirée pour changer à son niveau des choses? En fait, il faut réapprendre à consommer intelligemment, parce que on cède trop facilement au bas prix, mais forcément, c'est pas équilibré. Et après, ben, ça découle tout ce qu'on a dit avant. Moi, je pense que c'est le consommateur qui peut faire changer énormément de choses, parce que ça viendra que de par là. Moi, je vois que ça. Bien sûr qu'on peut faire des choses. Bien sûr qu'on peut faire des choses. On peut faire plein de choses. Au niveau de la consommation, on peut faire... voilà. Mais on peut faire aussi aider des paysans à s'installer. Des paysans qui ne sont pas forcément issus du monde paysan, mais on en a les pleines écoles de ces jeunes qui voudraient s'installer paysans et qui ne trouvent pas parce qu'ils n'ont pas la terre. Et merde, eh ben achetez 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares et installez au lieu de mettre votre argent en bourse. Parce que la solidarité Nord-Sud, oui, il faut qu'elle continue. Oui, les pays du Sud en ont besoin. Mais la solidarité ville-campagne, merde, elle peut exister. C'est-à-dire qu'au lieu d'investir dans des trucs pas possibles, eh bien vous achetez à 4 000 € l'hectare, pour le prix d'une bagnole, pour 20 000 €, vous allez acheter 5 hectares. Hein? Eh bien une ferme, eh bien vous installez un jeune. Eh bien cette solidarité, est-ce que vous l'avez mis en place? Est-ce que les gens l'ont mis en place pour que ce paysan sur 5 hectares va faire du maraîchage, va vous faire des paniers, va vous faire des trucs... voilà, vous voyez ce genre de solidarité qu'il faut penser. Allez, vous laissez la parole à la salle. Moi je voudrais dire, pour répondre à vos questions, on peut penser aussi aux banques solidaires comme le Crédit Coopératif qui soutient des projets de ce type. Terre de liens. Voilà. Sinon, je voulais poser une question à monsieur qui élève des escargots. Vous avez dit que vous avez relancé la vie du sol. Mais comment avez-vous fait pour relancer la vie du sol?
Alors, il y a d'autres personnes plus compétentes que moi sur le sujet ici, mais je peux le dire, j'ai ensemencé avec du bactériosol, donc qui est produit par la société Sobac. Voilà. Et donc, mais bien sûr aussi, il faut pas mettre d'herbicides, de pesticides, de quoi que ce soit, et puis voilà, faire du travail du sol raisonnable, quoi, comme parlait monsieur, quoi. Voilà, je vais quand même me permettre, tu vois, j'y viens, d'en profiter pour dire, justement, notre association a été créée pour défendre la technologie Marcel Mézy. La technologie Marcel Mézy, c'est justement réensemencer le sol avec des bonnes bactéries. Ça fait 35 ans que la technologie est vendue. Moi, je ne vends pas le bactériosol. Moi, je défends la technologie Marcel Mézy. On y croit fort, on est nombreux, jusqu'au Burkina Faso, j'ose le dire. Effectivement, voilà, c'est fort. Il faut absolument prendre conscience qu'il y a des techniques. On est nombreux dans la région à l'utiliser. On va essayer d'obtenir un label pour être reconnu. Les utilisateurs vont produire de meilleurs fruits, de meilleurs légumes, une meilleure viande. Dans la mesure où le fourrage est meilleur, la viande est meilleure. Les escargots sont meilleurs parce que justement, ils mangent de l'herbe, enfin, etc. Vous avez tout compris. Je t'avais dit que je tremblerais. Ben voilà, si vous avez des questions sur l'association, allez-y, posez la question. C'est vraiment... il faut qu'on se soutienne tous, agriculteurs et consommateurs, pour pas obliger les agriculteurs à respecter le sol, mais quand même un peu... je sais pas... Aidez-moi. Allez, je te redonne le micro. Pour conclure, déjà je voudrais remercier vraiment les intervenants de ce soir parce que bon, on a commencé sur une note un peu pessimiste, mais qui est la réalité auquel on fait face. On a appris plein de choses passionnantes avec Pauline et puis on est revenu avec... on a terminé sur une note optimiste et puis qui fait du bien à tout le monde. Je vois dans la salle, il y a des jeunes, il y a des parents, il y a des grands-parents. Et je crois qu'on a tous une responsabilité pour les générations futures qui arrivent. On emprunte la terre à nos enfants, c'est Saint-Exupéry qui le dit. Je vous ai dit en introduction, moi je suis pharmacien, et vous dites mais comment on a terminé ici? Parce que je suis partie aussi avec plein d'idéaux, et je me suis dit, bah, tiens, moi plus tard je veux soigner les gens. Et du coup j'ai fait des études de pharmacie, donc j'ai appris plein de maladies, j'ai appris plein de molécules chimiques. Et puis après je suis arrivée au comptoir en face des gens, et puis bah, je me suis rendu compte que malheureusement, je soignais pas grand-chose, ni beaucoup de maladies. Et de là, je suis partie dans la nutrition. Et en fait, je suis arrivée dans un laboratoire qui vendait des compléments alimentaires parce que la bouffe d'aujourd'hui, elle est dégueulasse et que les gens sont malades de l'alimentation, de notre alimentation. Donc c'était passionnant, mais finalement, on tourne un peu en rond et puis c'est un peu illogique. Finalement, on produit de la merde, les gens sont malades, ils se soignent avec des médicaments ou avec des compléments alimentaires pour finalement dévier le problème. Et c'est là où on arrive à Marcel Mézy et à l'association, donc Santé de la Terre et du Vivant, puisque finalement, tout part du sol. Les productions, on l'a dit, une pomme, c'est pas une pomme. La façon dont la pomme elle est produite, eh ben, ça change complètement ce qui arrive dans votre assiette. Donc nous, au travers de cette association, partout en France, on veut faire reconnaître le travail des agriculteurs, on veut faire du lien avec les consommateurs, on veut que vous, consommateurs, vous alliez dans les fermes, vous alliez voir les gens, comment ils travaillent, comment les choses sont produites, échanger, partager. Et je peux vraiment que vous encourager à nous rejoindre. On a un site internet, on a des réseaux sociaux, on a une adhésion qui est à 20 €. 20 € c'est beaucoup et c'est pas grand chose. Mais ce qu'on veut dire, c'est que pour changer, tous, on a besoin de chacun d'entre vous et du maximum de bonne volonté pour que les pouvoirs publics, pour que les grands industriels, on ait en face d'eux des gens qui soient nombreux, qui soient soudés et qui proposent une alternative finalement au paradigme et aux grands dogmes qu'on a dans les médias qui nous disent que soit on produit pas, soit on fait que du chimique. Et non, il y a plein de gens aujourd'hui présents dans la salle qui prouvent qu'il est possible de produire
sans détruire, en respectant notre santé, celle de nos enfants, des générations futures et puis de notre environnement. Donc Association pour la santé de la Terre et du vivant, et vraiment un grand merci à vous tous qui avez pris la peine de venir ce soir perdre un peu de votre temps, qu'on espère qu'il ne sera pas si perdu et que vous parlerez de nous à plein de gens et que vous nous retrouverez, vous nous suivrez sur les médias réseaux sociaux et à les sites internet. Merci à tous. Je me permets de revenir pour vous dire que, un grand merci, on dit un grand merci à la décoration offerte par les Fleurs d'Irène, la boutique le fleuriste de Saint-Laurent-d'Agny, qui spontanément a mis à notre disposition toutes les fleurs que vous voyez dans la salle. Donc on la remercie très sincèrement. Je ne veux pas revenir, mais quand même sur la santé, sur la santé. Aujourd'hui, je ne fais pas 120 kilos. Vous y avez remarqué. Parce que je sais maintenant. Je sais ce que j'ai. Parce que ça avait détruit, ça je ne vous l'ai pas dit, ça avait détruit 2 hormones en plus de ça. C'est-à-dire l'hormone de la satiété. Je n'ai jamais plus faim. Je n'ai jamais faim, mais je n'ai jamais plus faim. L'hormone de la satiété. Et une autre hormone qui s'était détruite chez moi à cause de la chimie, c'était l'hormone qui mange les graisses. On a une hormone qui vous mange naturellement les graisses. C'est pour ça qu'il y a des gens qui sont toujours maigres et qui mangent beaucoup, parce qu'ils ont cette hormone qui fonctionne super bien, et puis d'autres qui mangent presque rien, puis qui sont gros parce que cette hormone ne fonctionne pas. Et ça on ne nous l'avait jamais dit non plus. Maintenant, je sais que ces 2 hormones chez moi sont absentes, complètement. Donc j'ai pu mettre un protocole. Ça fait 15 mois que je l'ai mis en route, et je suis à moins 32 kilos en 15 mois, parce que j'ai mis ce protocole en route. C'est-à-dire, ce protocole, c'est un seul repas par jour. Je fais de la mini-diète, un seul repas par jour. Parce que comme j'ai jamais faim, ben voilà, et que j'ai jamais plus faim, si je fais 3 repas, ben je vais boulotter, et puis, ça c'est la première chose. La deuxième chose, eh bien, comme j'ai pas d'hormones qui mangent les graisses, eh bien, je les brûle. Et en 2017, j'ai fait 4000 km à pied. Voilà. Et voilà. Et puis, bon, ben là, je suis à moins 32. Je pense que mes 72 kilos, je vais y arriver.